lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de Tillon-Bois. Hein ? Le groupe Mano aurait-il rejoué son tube mythique dans la Meuse ? Son chanteur vedette Martial, originaire de Villetaneuse, aurait-il renoué avec le succès des années 90 ? Non. Ces armes blanches n'ont pas été apportées dans le village par la tribu de Dana, mais par la Fédération française de Béhour pour le dernier tournoi de ce sport de combat qualifié de MMA en armure. Sous les murs du château de Tillon-Bois, 15 équipes, masculines et féminines, se sont affrontées le 30 avril dernier, pour la plus grande joie des grands et des petits, enfin, pas des tout petits non plus. En effet, si le tournoi est un événement tout public, les organisateurs avaient quand même précisé, je cite, que les combats pouvaient être impressionnants, bruit, choc, chute, et ne pas convenir aux enfants de moins de 7 ans. Il faut dire que ces combats peuvent parfois être dangereux. Lors de la finale de la Coupe de France organisée à Gabarnac en septembre 2023, un membre de l'équipe Aquila Sequania avait été gravement blessé à l'aine à cause d'un coup de hache mal placé. L'accident, rassurez-vous, n'avait pas refroidi ni raccourci Adrien Bedeau, connu sous le nom très médiéval de French Ninja, mais l'événement avait échauffé l'esprit d'un autre ninja de TPMP, celui-là, qui s'en était pris quelques jours plus tard au président de la Fédération française de Béhour, je cite « Vous êtes un danger public, moi, je suis pour l'interdiction de ce qui se veut dans votre esprit un sport, mais qui pour moi est une mascarade extrêmement dangereuse. » Aussi étonnant que cela puisse paraître, la fulmination du journaliste sportif Gilles Verdez n'a eu aucun succès, et le Béhour existe toujours. On peut donc dire que cette interdiction cathodique du tournoi de Béhour est un échec, et l'a rapproché de l'échec de l'interdiction canonique du tournoi de chevalerie, dont le Béhour prétend d'ailleurs s'inspirer, et qui a inspiré Pierre Chavarlusson, comme le montre sa thèse intitulée « L'interdiction des tournois, l'échec d'une norme canonique au XIIe et XIIIe siècle ». Bonjour Pierre. Bonjour Paul. Pierre, vous avez soutenu votre thèse d'histoire du droit et de droit canonique il y a presque 2 ans jour pour jour, puisque c'était le 15 mai 2024, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, personne n'est parfait. Mais vous avez heureusement été auparavant formé à Paris 2, ouf, et vous travaillez aujourd'hui à Reims, dans la région originelle des tournois, où vous êtes directeur du campus de la faculté catholique de Paris, qui a naguère installé une antenne. Exactement, j'ai eu le plaisir, juste après ma thèse, d'être élu maître de conférence à la faculté de droit canonique pour l'Institut catholique de Paris. Et il y a 5 ans, en fait, l'ICP a ouvert un campus à Reims. Il y a 2 ans, 3 ans, elle l'a ouvert à Rouen. Et donc, sur le territoire de l'ICP, il y a 2 campus qui sont apparus. Et il a fallu envoyer un enseignant-chercheur pour le diriger. Le sort tomba, j'allais dire, sur le plus jeune. Et donc, j'ai eu le plaisir de m'être installé à Reims, un territoire que je connaissais dans les sources médiévales et que j'ai le plaisir aujourd'hui de découvrir aussi par moi-même. Dans les sources que vous avez utilisées pour votre thèse, dont nous allons parler aujourd'hui, pourquoi avoir travaillé sur ce sujet ? Alors il faut remonter au Master 2 d'Histoire du droit que j'ai fait, vous l'avez évoqué, à Paris 2, après ma scolarité, j'allais dire, en droit des affaires. Donc on a des parcours parfois surprenants pour devenir historien du droit. En fait, je sortais d'une année de césure où j'avais fait de la théologie et où j'avais présenté un concours militaire. Et donc, arrivé au début du Master 2, je m'oriente plutôt sur les cours de droit canonique pour essayer de lier tout ce que j'avais appris sur la théologie avec le droit, essayer de faire des ponts entre ces domaines qui m'intéressaient. Et en échangeant avec le professeur Roumi, il m'a proposé 2 sujets de thèse, de mémoire pour l'époque, parce qu'il fallait faire un mémoire. L'un, c'était l'interdiction des tournois en droit canonique classique, 12e, 13e siècle, et l'autre était sur la discipline monastique, dont j'ai oublié à peu près le détail précis. J'ai encore le papier, il est rangé à la maison. Il m'a invité à réfléchir pendant 2-3 jours, faire quelques recherches, donc je suis parti avec le papier. J'ai traversé le jardin du Luxembourg, j'avais déjà choisi, très clairement, j'allais m'occuper des chevaliers qui se tapent dessus. Chevaliers qui se tapent dessus dans un tournoi, une activité que tout le monde visualise plus ou moins, même si certains, et moi le premier, avant d'avoir lu votre thèse, je confondais ces tournois avec la joute. Or, vous distinguez les deux en quoi ? La joute est un sport individuel, le tournoi est un sport collectif. Ça, c'est la réponse la plus courte qu'il est possible de faire.
l'image du chevalier médiéval, il y a vraiment une image qu'on porte aujourd'hui. Alors, on vous parlera de médiévalisme pour s'opposer aux études médiévales. L'image qui est portée vise vraiment à mettre un chevalier contre un chevalier à cheval, une lice au milieu, et ils se rentrent dedans. Et le terme tournoi est employé pour décrire cet événement. C'est en réalité une joute, et après il existe des tournois de joutes, c'est-à-dire des enchaînements de joutes successives qui permettent à la fin d'avoir un vainqueur. Le tournoi en lui-même, c'est plutôt une équipe, on appelle ça une ménie, une mesnie, c'est un terme ancien, donc la maison. Je suis pas sûr, voilà, mais donc qui s'apparente à la maison, qui est en fait l'escorte autour d'un seigneur, d'un chef, et ces escortes vont se rentrer dedans, se taper dessus, tout au long de la journée. Là où la joute va être un événement très dense, très rapide, très précis, sur un court laps de temps, c'est-à-dire les quelques secondes de la cavalcade, le tournoi va se déployer sur toute une journée, va avoir toute une série de festivités identiques, certes, mais qui vont s'étendre dans le temps beaucoup plus. Au fond, ça ressemble au spin-off de Game of Thrones, le chevalier des 7 royaumes, où on le voit dans l'une des scènes finales, le dernier épisode ou avant-dernier de la saison 1, se battre, mais à plusieurs, et non pas l'un contre l'un. Exactement, alors j'ai pas vu ce spin-off, par contre, un exemple que j'utilisais souvent quand je prenais des cafés ou des limonades, bien sûr, rien d'autre, avec des amis à Paris pendant la heure, je prenais l'exemple dans le Game of Thrones du tournoi de la main. Vous avez un tournoi de la main qui en fait consiste à une série de joutes sur les 2 premiers jours, et le dernier jour c'est une mêlée générale. Elle est à pied comme le Béour, donc le tournoi normalement est à cheval, mais où justement dans les livres on voit bien les acteurs, enfin les personnages demander au roi de ne pas y aller parce qu'il risquerait de se prendre un coup au passage d'un chevalier un peu trop zélé. Là, on vient de parler de la joute et du tournoi. Il y a d'autres notions aussi que vous distinguez du tournoi, lesquelles et avec quels critères ? Alors, il y a le pas d'armes, le fait d'armes, les tables rondes, enfin voilà, d'autres styles de jeu qui sont somme toute assez semblables, c'est-à-dire des gens vont se taper dessus. Mais ces affrontements, en fait, sont faits beaucoup dans une dimension de spectacle. Il va y avoir un scénario qui va être présent, ou alors il va y avoir un public qui va être de plus en plus présent. Initialement, le tournoi est vraiment en race campagne, parce qu'il faut des grosses cavalcades, il faut de chevaliers qui se tapent dessus. La joute, les faits d'armes, les pas d'armes, les tables rondes, on va les rapprocher de la ville, voire on va les intégrer dans la ville, au point qu'on aura les fameuses fêtes de l'épinette. Vous avez une très belle étude qui a été faite par une chartiste, Evelyn van den Nest, qui vous montre que les joutes ont lieu dans la ville, et voire même on va dépaver à Lille par exemple, on va dépaver la grande place pour permettre ces jeux, pour qu'en fait les gens puissent regarder depuis les maisons du centre-ville. Là, vous avez parlé de jeux, de sport. Est-ce qu'on peut rapprocher le tournoi de ces notions-là de sport et de jeu, ou est-ce qu'il y a quand même des subtilités qui les distinguent ? C'est une question que je me suis posée et qui est assez délicate à trancher. C'est-à-dire que pour notre regard actuel, on voit une dimension sportive dans le tournoi. C'est à peu près certain. Mais pour le scientifique, pour l'étude scientifique, c'est plus délicat. Vous avez l'idée d'une définition du jeu, donc Norbert Elias qui l'évoque en insistant sur la force et une adresse de type non militaire avec toute une série de règles. Donc il y a une description sociale de ce que peut être le jeu, et on n'arrive pas à calquer exactement le tournoi, l'activité tournoi sur cette dimension-là. Ceci dit, ça s'en approche énormément, et donc sur toute ma thèse, j'ai plus ou moins refusé l'emploi du terme sport, tout en acceptant qu'il y a une dimension ludique, ça c'est certain, et que en fait ce ne serait pas une véritable erreur de comparer au sport d'aujourd'hui le tournoi de l'époque. Sport d'aujourd'hui qui parfois sont professionnalisés, permettent de gagner de l'argent, la célébrité. Quid pour le tournoi, et plus généralement, pourquoi les chevaliers allaient tournoyer ? Est-ce qu'on avait des motivations, un profil type ? Ça, c'est vraiment la partie histoire de la thèse. C'est-à-dire qu'en tant qu'historien du droit, si j'étudie une norme, il faut savoir à qui elle s'applique. Donc il a fallu comprendre, essayer de saisir qui était le tournoyeur. Tout au long de la thèse, j'ai préféré utiliser le terme de milites au terme de chevalier, parce que le mot chevalier, on l'a vu, renvoie à des images qui s'imposent à l'esprit. Donc miles au singulier, milites au pluriel. Ça a été source de grandes discussions avec mon directeur de thèse, avec le jury aussi, parce qu'il y a des habitudes justement du terme chevalier dans la science et dans l'histoire du droit aussi. Le tournoyeur est un chevalier aujourd'hui, si on accepte ce terme, pour la simple et bonne raison qu'il doit maîtriser une forme d'escrime qui est l'escrime à la lance. Si vous regardez la tapisserie de Bayeux, c'est une des premières représentations d'une manière de tenir la lance différente des précédentes. C'est-à-dire que la lance n'est plus uniquement utilisée comme un javelot, elle est utilisée sous le bras pour utiliser l'élan du cheval, voilà, la force.
Et donc cette nouvelle escrime ne peut pas s'improviser, elle nécessite un entraînement, elle nécessite une expérience, à la fois dans la maîtrise du cheval, parce qu'on ne peut plus utiliser les rênes, on tient le bouclier d'un côté et la lance de l'autre, donc on est très limité, on doit beaucoup le contrôler Par les jambes. Et ensuite par le fait que il faut toucher la personne en face. La lance, c'est quand même pas très gros, et donc vous avez toute une expérience là-dessus. Donc ça définit un peu qui le fait socialement. Alors après, il faut essayer de savoir définir le chevalier, je vais laisser nos amis historiens se pencher là-dessus. Mais et pourquoi ces chevaliers font ça ? Ils n'ont pas autre chose à faire que... Pourquoi ils le font ? Les premiers tournois, c'est simplement qu'ils s'ennuient. La guerre médiévale, c'est très peu une guerre de bataille. Il y a peu de rencontres de troupes. Les batailles rangées qu'on voit justement dans les séries ou autres sont très peu nombreuses. C'est surtout des sièges et des razzias. Et un siège c'est long, voilà, et on s'ennuie. Et on s'ennuie, surtout quand on est à cheval, parce que vous n'utilisez pas votre cheval sur les escaliers et les remparts. Donc vous sortez, vous lancez un défi pour rien à l'équipe adverse, qui accepte de vous rencontrer, et devant le château ou à côté du château, vous allez vous taper dessus, un peu pour le plaisir, et le soir, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas d'enjeu d'emporter la forteresse, d'emporter la victoire par rapport à ça. Et donc ça, c'est la naissance du tournoi. Ensuite, il y a une dimension financière. Comme vous capturez parfois l'adversaire, vous pouvez le rançonner, comme à la bataille. Et vous avez aussi une dimension d'honneur, c'est-à-dire que par le tournoi, vous gagnez en popularité, en puissance. Ce qui fait que les grands seigneurs vont aller vers les tournois dans cette dimension, sociale, prestige, politique, et les petits chevaliers... Ceux qui n'ont pas hérité, par exemple, voilà, exactement, cadets, ils vont y aller pour essayer de gagner de l'argent, comme l'histoire de Guillaume le Maréchal le montre bien. Et puis vous avez le milieu, les barons qui sont installés mais qui ne sont pas très riches, eux ils vont éviter d'y aller parce qu'ils n'ont pas assez pour perdre de l'argent, et ils n'en ont pas assez pour faire de la politique à haut niveau. Donc vous avez d'une certaine manière les jeunes et les grands seigneurs qui participent au tournoi. Autrement dit, il y avait un lien originel entre la guerre et le tournoi, puisque les tournois sont nés pendant la guerre, mais ils s'en distinguent. Vous avez insisté, je crois, sur l'intention qui distingue des combattants dans une guerre, des combattants dans un tournoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, matériellement, si vous regardez un tournoi, vous avez vraiment l'impression d'assister à une guerre. Les chevaliers jetés dessus, la seule chose qui manque, c'est les piétons. Tous les archers, tous les lanciers ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas d'utilité sur le type du tournoi, ils n'ont pas cette dimension ludique. Ils pourraient fausser le jeu, ils ne sont pas forcément nobles, ils ont des techniques peut-être... Oui, et puis l'arc, en fait, c'est gentil, mais l'arc, ça tue. Et l'objectif du tournoi n'est pas de tuer, on pourra peut-être revenir dessus. Mais voilà, donc en termes de technique, d'un moment, on est très semblable, visuellement, on est très semblable. Ce qui va grandement distinguer, et c'est Georges Duby qui le souligne, c'est qu'on n'a pas une dimension identique entre la guerre et le tournoi. On n'a pas cette haine de l'adversaire, cette volonté de se défendre, de défendre un territoire, de gagner un territoire. Voilà. Il n'y a pas un gain politique autre que la renommée, il n'y a pas un gain matériel autre que la capture et la rançon de l'adversaire. Oui, c'est ça, j'ai eu l'impression en vous lisant que dans une guerre, on commence par en vouloir à l'autre, se détester pour une atteinte à l'honneur, le vol d'un bien, etc. Et donc on va se faire la guerre, alors que là, au contraire, on tournoie sans raison, pour le plaisir, pour... vous pouvez tournoyer contre votre meilleur pote. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver le lundi matin, faire des festivités, le mardi vous tapez dessus, et le mercredi on se resserre dans les bras et on fait une fête. Il y a vraiment cette dimension plaisir ludique qui a lieu. Ce qui donne aussi un événement assez sympathique, un peu comme au rugby parfois, où vous voyez des gens se rentrer dedans, et puis il y a la troisième mi-temps qui apporte un peu de joie. Et ces gens... Vous avez dit tout à l'heure que c'était des milites, donc pas forcément des nobles, toujours des nobles. Est-ce que vous avez dit que les piétons étaient exclus ? Alors en fait, il y a une évolution de la notion de chevalerie entre on va dire le 11e siècle et le 14e siècle, si on prend en bande large, et donc les 12e et 13e siècles qui concernent ma thèse sont en plein dans cette évolution. Au 12e siècle, vous avez un cavalier qui est conscient d'appartenir à une élite, mais qui n'est pas encore le chevalier qu'on projette dans notre esprit quand on enseigne à nos enfants qu'est-ce qu'un chevalier. Au XIIIe siècle, vous vous approchez vraiment, voire vous l'avez, vous avez ce chevalier, cette caste sociale qui, par l'adoubement, appartient à un ordre et se reconnaît entre elles au point que les rois veulent devenir chevaliers. Un roi n'est plus forcément chevalier, il doit le devenir. On arrivera à Bayard qui adoube François Ier au soir de Marignan. Donc vous avez cette période de transition. Donc c'est un peu difficile sur la période, l'âge d'or du tournoi au XIIe et XIIIe siècle, de donner une catégorie là-dessus, est-ce que c'est un noble ou pas un noble ? On est au moment où, selon moi, de ce que j'ai compris, et je laisserai les historiens spécialisés préciser, on est au moment où la noblesse se fige sur la chevalerie. Enfin, il y a une rencontre chevalerie-noblesse à ce moment-là. En tout cas, pas de pauvres, pas de femmes, pas de piétons.
Pas de pauvres parce que ça coûte cher, pas de femmes parce que de toute façon non, à part Jeanne d'Arc et quelques figures très particulières, les femmes sont pas en armure, les femmes manient pas l'épée, et on est dit pas de piétons, non, parce que l'objectif de cette escrime, de tournoyer du tournoi, c'est d'être à cheval et de tournoyer avec ça. Ce tournoi a existé, et pourtant il a été interdit, et c'est l'objet de votre thèse. Quelles sont les bornes chronologiques de cette interdiction ? Ma thèse s'applique sur le XIIe et le XIIIe siècle. L'interdiction en elle-même, c'est 1130-1316. Alors, il ne faut surtout pas découper l'histoire en tranches, comme le dit Georges Duby, il ne faut pas partir de 1201, 1301, enfin voilà. Il faut vraiment être un peu plus large. La première interdiction qu'on a et qui nous certifie l'existence du tournoi de manière certaine, c'est 1130, avec Innocent II au concile de Clermont. Donc c'est la date d'une norme qui a été promulguée Voilà. lors d'un concile pour interdire les tournois. Et cette norme, on va la retrouver pendant 2 siècles, et en 1316, l'interdiction va être levée. Il se trouve qu'en réalité, en 1316, on a des tournois qui n'existent quasiment plus, ou tout du moins une dimension un peu rêvée du tournoi. Rapidement, on aura l'ouvrage très célèbre dans l'image, parce qu'il est très joliment illustré, de René d'Anjou, où il donne les règles du tournoi. En réalité, ce tournoi, c'est l'image de ce qu'aurait dû être ou aurait pu être le tournoi. Il se situe en ville, ça ne représente rien de ce que c'était. C'est le pas d'armes dont vous parliez tout à l'heure, on n'est plus dans Voilà. le tournoi stricto sensu. Et entre cette période assez longue, est-ce qu'il y a eu des évolutions, des ruptures importantes ? C'est là où je suis un historien très chanceux, c'est qu'effectivement, il y a une rupture entre le XIIe et le XIIIe. Donc c'est assez facile de s'appuyer là-dessus. Les conciles du XIIe siècle portent une forme d'interdiction, ceux du XIIIe en portent une autre. Et on voit entre l'A33, 1179, et l'A34, 1215, la bascule entre ces deux manières d'aborder la norme. Et quelle est la différence ? D'une certaine manière, on avait une interdiction générale au XIIe siècle. Tout le tournoi était interdit, il n'y avait aucune autorisation, à une intervention particulière au XIIIe, c'est-à-dire qu'on interdisait dans le cadre de la croisade. Après, vous avez plein de questions. Est-ce que l'interdiction du XIIe perdure au XIIIe ? Voilà. Enfin, il y a toute une étude à mener et qui a été menée là-dessus. Mais schématiquement, on a vraiment ces deux dimensions. Le tournoi est totalement interdit. Le tournoi est interdit pour la croisade. Et ça change beaucoup. Et est-ce que le thème que vous avez abordé, celui de l'interdiction, a été étudié avant vous ? Est-ce qu'il y a une historiographie particulière ? Les historiens du droit ne l'ont pas fait, ne l'ont pas mené. L'interdiction était tout à fait connue par tous les historiens, effectivement. Le dernier article, on va dire un peu fourni, qui existait, c'était un article de Sabine Krüger en allemand, qui avait très élégamment balisé toute cette interdiction, notamment dans les textes pontificaux, mais aussi dans une forme de pratique qui existait dans les sources que les historiens ont pu relever. La difficulté, c'est qu'ils n'avaient pas ce regard juridique. Et donc, ils n'ont pas cherché à comprendre le mécanisme complet de l'interdiction, ils en ont plus cherché à comprendre la sociologie. J'ai cherché, moi, d'être beaucoup plus global dans les deux, donc vraiment m'appuyer sur la dimension historique, toutes les sources qu'on pouvait trouver, et la dimension juridique pour aussi comprendre comment on mettait en œuvre cette norme, et donc pas simplement comment la société la recevait. Il y avait vraiment cette dimension de la technique juridique que j'ai essayé de suivre. Elle a été, je crois, à peu près efficace, tout du moins la thèse est arrivée à sa conclusion, et a permis en fait de comprendre comment la norme avait échoué. C'est assez original pour un juriste, c'est de travailler non pas sur la norme qui fonctionne, mais la norme qui échoue. Et je pense qu'il y a là... Et c'est ça que montre le titre de votre thèse et la lecture de votre travail. C'est que c'est pas seulement une réflexion sur un objet précis, le tournoi, mais aussi plus largement sur une norme. C'est une thèse de source du droit aussi, sur son échec, sur ses motifs. Exactement, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'étudier la norme de manière théorique, juste dans les textes, mais vraiment de la voir rencontrer la société qu'elle est censée régir. Le paradoxe qu'on a, c'est les chevaliers, dans l'esprit de tout le monde, sont bénis par l'Église, participent à la croisade, défendent la veuve et l'orphelin. Le propos est très grossier et pourrait grandement être limité. Mais c'est la vision qu'on en a. Et de l'autre côté, l'Église donne des normes, or les chevaliers ne la respectent pas. On s'attendrait à ce que cette population applique immédiatement la norme parce qu'elle y a un intérêt, parce qu'elle y croit. Voilà, parce qu'elle est fidèle, parce qu'elle veut aller au paradis, parce que Deus vult, on va sauver Jérusalem. Et en fait, non. C'est donc un point assez intéressant de saisir comment une population qui, de prime abord, est en conflit, comment une population peut être en conflit avec son autorité religieuse, alors qu'elle est censée l'aimer. Ça, c'est ce que vous développez dans votre thèse en suivant un plan thématique divisé en deux parties. La première porte sur l'acte même de l'interdiction, dont vous explicitez le dispositif et expliquez les motifs. Et la seconde partie de cette thèse porte quant à elle sur les réactions et donc la réception de l'interdiction du tournoi par le clergé, la société et l'État, notamment, mais pas seulement, en France.
Je vous propose d'organiser notre discussion en 3 temps qui nous permettront de répondre à 3 séries d'interrogations simples. D'abord, quels furent les contours exacts de l'interdiction des tournois, ensuite quelles en furent les raisons et enfin l'effectivité. Commençons par le commencement. Pouvez-nous, Pierre, nous lire la première formulation de l'interdiction dans le concile de Clermont daté de 1130 ? Oui, alors on va la lire en français, parce que bien sûr, en tant que médiéviste, j'ai travaillé des sources en latin, ce qui a été pas au moins une petite difficulté. C'est donc le canon 8 de Clermont, qui se situe juste après le canon sur la paix et la trêve de Dieu. Il dit « D'autre part, nous interdisons totalement ces détestables foires et fêtes, dans lesquelles les milites, les chevaliers, ont pour habitude de se donner rendez-vous et se combattent témérairement, afin de faire ostensiblement étalage de leur force et de hardiesse, d'où souvent proviennent mort d'hommes et péril des âmes. » Merci pour cette belle lecture. Et il y a un deuxième paragraphe, une deuxième partie. Si l'un des participants y trouve la mort, bien qu'il ne se lui a pas refusé la pénitence et le viatique s'il les demande, qu'il soit cependant tenu à l'écart de la sépulture ecclésiastique. Qu'est-ce qui a été interdit exactement dans ce texte ? Quels sont les éléments de l'infraction, dirait un pénaliste ? En fait, vous avez d'un côté une interdiction du tournoi, de manière générale, c'est la première partie du canon, et de l'autre, vous avez une privation de sépulture pour les chevaliers qui y meurent. Et en fait, les deux parties ne s'emboîtent pas directement. Elles sont bien sûr sur la même thématique, mais c'est pas exactement la même norme, c'est deux normes en même temps qui se rencontrent. Privation de sépulture pour ceux qui meurent, pas pour ceux qui tuent. Exactement, et pas pour ceux qui y participent. Voilà, il faut y mourir, il y a vraiment un élément assez semblable. Donc en fait, on a un peu la lex imperfecta du droit romain qui apparaît, c'est-à-dire on a une interdiction sans sanction. On interdit le tournoi, mais il n'y a pas une excommunication, il n'y a pas une amende, il n'y a rien pour ceux qui y participent, ceux qui l'organisent ou autres. Mais vous avez, par contre, si vous y mourrez, là vous avez une sanction spécifique qui vous tombe dessus. Participer est donc interdit, même si on n'a pas de sanction explicite. Mourir, j'ose pas dire que c'est interdit, mais sera sanctionné. Mais celui qui tue, est-ce que ce n'est pas un meurtrier quand même ? Alors les docteurs du XIIe et XIIIe siècle vont justement inciter à ce qu'on poursuive celui qui a donné le coup fatal sur le fondement de l'homicide volontaire. Et ça a été un point un peu surprenant dans l'aventure, parce que on ne participe pas à un tournoi, on l'a dit, dans un but de tuer l'adversaire. On veut le capturer. On veut le capturer, on veut le rançonner, il y a une dimension ludique. Personne ne fait de la boxe pour tuer la personne en face d'elle. C'est vraiment la même comparaison. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi c'est un homicide volontaire et pas un homicide involontaire ? C'est tout le sujet de la dimension ludique. Et en fait, pour ça, il est utile de revenir au droit canonique en lui-même, c'est-à-dire que le droit canonique, en fait, est un droit qui s'appuie sur l'Église et donc sur la dimension initialement de péché. Vous n'avez pas de délit qui ne soit pas un péché. Tous les péchés, par contre, ne sont pas des délits. Donc il y a une dimension morale, il y a une incrimination morale qui doit exister, et derrière arrive l'incrimination juridique, et ce qui fait que vous ne devez pas avoir d'acte involontaire qui puisse être puni par un délit canonique, sauf certaines exceptions très codifiées. Donc là, il faut trouver un aspect volontaire ici. Exactement. Et comment on arrive à « j'ai donné un coup d'épée pour s'amuser, j'ai tué la personne », homicide involontaire, ça c'est à peu près normal. J'ai voulu donner le coup d'épée, homicide involontaire. Par contre, j'ai voulu tuer, homicide volontaire. Comment est-ce qu'on glisse de l'un à l'autre, sachant qu'on n'a pas voulu tuer ? Et là, en fait, la thèse a permis de mettre en lumière un outil absolument incroyable, je l'ai vraiment découvert à cette occasion, c'est la théorie du versari in re illicita. Nom un peu sympathique en latin, mais dans les travaux de Stéphane Kuttner, on a vraiment une technique juridique qui consiste à rendre responsable sur le fondement d'un délit ou d'un crime volontaire une personne qui a volontairement fait une activité illicite et de manière accidentelle de cette activité illicite est arrivé un dommage. Donc j'ai conduit en état d'ébriété, je savais que c'était interdit, je voulais pas tuer l'autre par un accident, mais je savais que je n'avais pas le droit de voir. Exactement. Et en fait, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les journaux où on voit des personnes justement qui sont en état d'ébriété, qui sont à cause des stupéfiants dans un état où leur discernement est aboli. La technique juridique actuelle vise à ce que si on a s'il y a une abolition du discernement, il n'y a pas d'engagement de la responsabilité pénale. Et par cette thématique pour les canonistes, le versari illicita permet de remettre une responsabilité pénale à la personne qui avait volontairement aboli son discernement ou sa participé. Voilà. Donc vous prenez beaucoup de joints, vous en perdez votre discernement et vous allez tuer quelqu'un, vous êtes responsable
de cette réalité, parce que vous avez commis un acte illicite à la base. Vous êtes responsable, là on parle de l'auteur. Quid des complices? Est-ce qu'il y a des complices qui sont aussi punis? Oui, alors c'est plus du en passant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs normes qui effectivement vont s'attacher aux complices. Grosso modo, c'est plutôt l'intendance, on va dire. C'est ceux qui logent, ceux qui organisent, ceux qui font du commerce sur le tournoi. Il y a des normes qui se retrouvent dans les textes. Assez peu dans les textes pontificaux, c'est plus dans les textes locaux. Donc, par exemple, un archevêque dans sa province qui va d'une certaine manière décliner la norme voulue par le pape. Et la compléter en précisant telle ou telle catégorie de personnes et un coupable aussi par complicité. Voilà. Ces différentes personnes pouvaient être condamnées. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le refus de sépulture dans les formes. Est-ce qu'il y a d'autres peines qui ont été pratiquées, prévues dans d'autres textes ? Vous avez la célèbre excommunication, bien sûr, qui est présente surtout au XIIe siècle, qui vise à sanctionner par une peine qu'on dit médicinale en droit canonique, l'infracteur à la norme. C'est une peine excessivement classique au XIIe et XIIIe siècle, et vous avez toute une littérature qui existe dessus. Donc c'est là-dessus, on va dire, la thèse n'a rien apporté de réellement nouveau, excepté comprendre certaines formulations d'excommunication qui étaient un peu surprenantes pour l'époque, mais tout ça s'insère vraiment dans un travail global de l'histoire du droit canonique. Il y a d'autres peines qu'on va retrouver de temps à autre, des interdits, par exemple pour le seigneur qui pourrait organiser le tournoi, on pourrait avoir un interdit sur ces terres. Ça veut dire empêcher l'exercice du culte dans ces églises. Exactement. Donc en gros, tous les prêtres arrêtent de célébrer tous les sacrements sur ce territoire. Donc c'est une peine un peu lourde, généralement, et surtout elle a en apparence une dimension un peu injuste. Parce qu'elle est collective. Exactement. Elle va toucher toute la population, alors que toute la population n'y est pour rien si le Seigneur a fait quelque chose. C'est parfois pour l'Église une manière d'espérer que la pression populaire, la pression des autres nobles vont agir sur le noble qui est visé. Comme si un pays essayait de faire monter le prix des carburants pour que la population d'un autre pays fasse pression sur son gouvernement et qu'il arrête la guerre. Là, vous faites référence à l'actualité, bref, probablement. Et à part donc ça, la privation de sépulture, c'est ça ? Exactement. La privation de sépulture, donc c'est la grande interdiction la grande sanction qui a été mise pour l'interdiction au XIIe et XIIIe siècle, et peut-être celle qui est la plus intéressante à étudier, parce qu'en fait, elle n'est pas uniquement théorique, elle est matérielle. Et donc, on peut aller chercher aussi sur le terrain la concrétisation de cette interdiction. Et donc, vous avez toute une série de travaux par des archéologues sur les sépultures médiévales pour essayer de comprendre comment est enterrée la personne, est-ce que ça renvoie à une interdiction. Actuellement, aucun tournoyeur n'a été identifié dans les mauvais morts qu'on a pu rencontrer. Mais il y en a certains qu'on n'arrive pas on a juste un squelette qui est enterré d'une certaine manière, qui pourrait correspondre au tournoyeur, comme il pourrait correspondre à un incendiaire, ou à un excommunié, ou à une personne qui ne s'est pas confessée dans l'année. Et théologiquement, ça lui empêcherait de faire son salut, d'être ainsi mal enterré ou pas ? Oui et non. En fait, la privation de sépulture vous associe à ce qu'on appelle les mauvais morts. Donc. Et l'Église a depuis longtemps défini que la sépulture était inutile pour le salut. Il n'y avait pas en fait une corrélation entre la manière et le lieu où vous êtes enterré et le fait que vous soyez sauvé. C'est un point absolument essentiel du catholicisme. La résurrection est la clé de voûte en fait, de la foi chrétienne. Le Christ est ressuscité et les hommes et les femmes sont appelés à ressusciter au moment du jugement dernier. Mais ça dépend de leur comportement, de Dieu, mais pas de la façon dont ils ont été enterrés. Exactement, il y a une forme de gratuité. Par contre, il y a une superstition populaire qui existe, et cette superstition, elle est que plus vous êtes enterré près des saints, plus, un peu comme des aimants, ils vont vous attirer au ciel et vous aider. Il y a une dimension aussi sociale, honorifique. Un petit tombeau, c'est moins bien qu'un grand tombeau pour les gens qui sont vivants et qui regardent leur père, leur mère, leurs ancêtres à travers la sépulture. Donc il y a cette dimension qui reste présente et d'une certaine manière, on pense que l'Église voulait non pas atteindre le défunt, mais ceux qui restaient pour dissuader. Voilà. Et donc c'est une manière d'essayer de dissuader non pas celui qui est mort, parce que de toute façon j'ai envie de dire il est mort, mais de dissuader les autres. Ça c'est le principe. Est-ce qu'il y a eu des exceptions, des limites qui permettaient d'éviter une sanction ou pas ? Alors en pratique, oui, on est très certain qu'il y a eu des achats, des formes de séduction un peu du clergé local, et de toute façon le clergé local n'allait pas se mettre en opposition avec parfois son frère, sa sœur, ou les personnes qui pouvaient guerroyer. Donc il y a une dimension de pratique sociale qui est présente. Les autres limites qui existent en fait sont là plus théoriques sur la question de la confession.
C'est-à-dire que théoriquement, on autorise le mort, enfin celui qui est mourant, à se confesser. Et là, on atteint une problématique, c'est que si vous êtes pardonné de vos péchés, pourquoi vous subissez quand même la sanction ? Et on sent les théoriciens du droit canonique un peu mal à l'aise sur le sujet, à chercher à justifier le maintien de la privation de sépulture alors même que la confession et le viatique ont été donnés. Et la construction globale n'est pas forcément la plus convaincante sur le sujet. Malgré ça, l'interdiction des tournois a quand même été assez forte, assez durable, et il a fallu la justifier. Comment, par quels arguments, c'est ce que nous allons voir après une nouvelle virgule musicale. A priori, les tournois furent interdits pour épargner la vie des combattants, qui sinon auraient pu être coupables d'homicide, on l'a vu par quelle construction tout à l'heure. Ça c'est le motif le plus évident de l'interdiction, celui qui est le plus répandu, le plus admis parmi les historiens, sauf par vous, qui critiquez de manière audacieuse et rigoureuse cette justification. Pourtant, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui prouvent que les tournois sont dangereux ? Mais mettons-nous d'accord, le tournoi est dangereux. Vous mettez 10 hipponomes sur des chevaux, vous en mettez 10 en face, vous leur demandez avec leurs armures, leurs boucliers de baisser leur lance et de se charger dessus. Un cheval dans un tournoi, ça monte bien à 15-20 km/h sur la journée. Physiquement, il y a un truc qui se passe. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et regardez des vidéos de Béhour, vous voyez quand même, il y a des coups, et c'est pas, vous l'avez dit au début de la journée, il y a une forme de violence, peut y avoir des blessés. Le tournoi est dangereux. Mais en fait, après avoir dit ça, vous avez deux réalités. Un, vous pouvez être dangereux, mais quel est le nombre réel de blessés ? Et deux, quelle est la perception de la dangerosité par les personnes ? Et le rugby est un sport qui peut être considéré comme dangereux, ou la boxe peut être considérée comme dangereux par la société. Pourtant, vous allez interroger les rugbymen, vous allez interroger les boxeurs, ils vont vous donner une perception de cette violence, de ce danger qui est beaucoup plus faible que ce que vous dira la population générale. Et justement, vous, sur les chiffres de blessés ou de morts, vous dites qu'il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, et donc je suis allé chercher, je suis allé compter, j'ai vraiment pris ma calculatrice, j'ai lu les récits, les chroniques, je suis allé chercher au maximum. Et en fait, j'ai moins d'une 50aine de morts en tournoi sur 200 ans. Et les grands noms sont très limités. Alors soit c'est qu'il y a des morts partout, au point qu'on arrête de les compter et on n'en compte que quelques-uns, soit c'est qu'en fait on en a peu. Et en réalité, quand on travaille les sources, on se rend compte du faible nombre. Par contre, on a un souci, c'est que l'historiographie a véhiculé cette image d'un tournoi dangereux, d'un tournoi mortel. Et j'ai cherché à retrouver d'où venait cette idée. Et en remontant les sources, j'ai vu une hypothèse, un historien qui disait « on meurt peut-être plus en tournoi qu'à la guerre ». Et de l'hypothèse, les historiens derrière l'ont repris comme étant une certitude. Et c'est ce biais-là qui est assez intéressant parce que la bataille et le tournoi sont identiques dans leur forme. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de morts d'un côté que de l'autre, surtout si vous retirez les piétons dans le tournoi qui sont eux-mêmes très dangereux dans la bataille. Et au-delà de cette recherche calculatrice des morts, vous avez aussi dans votre thèse fait des espèces d'expériences pour voir en quoi physiquement, techniquement, c'était possible ou pas que ce soit dangereux. Alors je vous cache pas que le jury de thèse là-dessus m'a fait confiance, parce qu'on dit toujours avec humour, pourquoi Dieu a-t-il inventé le droit ? Parce que les juristes ne savaient pas compter. A priori, les juristes, nous n'avons pas un grand amour des chiffres. Je trouve ça bien dommage parce que le chiffre est une donnée absolument passionnante qui peut nous apporter. Et donc j'ai cherché à la fois par la démographie d'un côté, en essayant de comparer une source à la population de l'époque. Alors c'est vraiment au doigt mouillé parce qu'on n'a pas de recensement complet. Et j'ai tenté de l'autre côté de regarder par rapport à la vitesse et la physique. Voilà. Qu'est-ce qui se passait dans une joute ? Ma conclusion, c'est qu'une joute, grosso modo, c'est une voiture à 30 km/h qui choque un piéton. Donc c'est dangereux, mais on a vu que pas mal d'études ont mené à ce que y a beaucoup moins de morts en ville quand on passe de 50 à 30 km/h. Et puis là, c'est un piéton qui a une armure, qui est entraîné. Et surtout, comme on l'a dit, la joute, c'est le summum de la vitesse et du spectacle, donc c'est la chose la plus violente qui soit. Le tournoi l'est beaucoup moins. Donc en fait, vous avez un moment qui est dangereux, où vous pouvez avoir des morts, mais la réalité physique montre que pour quelqu'un qui est entraîné, le risque mortel est grandement limité. Pour les hommes. Par contre, pour les chevaux, vous avez dit dans votre thèse que le risque était important. En quoi était-il exposé ? Déjà, le cheval n'a pas d'armure, ou tout du moins, il a une armure beaucoup plus légère. La deuxième chose, quand vous visez le couple homme-cheval en face de vous avec votre lance, la partie cheval occupe plus d'espace, de volume, vous la touchez plus facilement. Enfin, il y a aussi un point, c'est qu'un cheval
À partir du moment où un cheval est blessé, toute la science fait que vous avez du mal à le soigner et à le renvoyer sur le champ de bataille. Alors que l'être humain, a priori, en termes de psychologie, on arrive parfois un peu plus à le convaincre d'y retourner, bien qu'il y ait les syndromes post-traumatiques qui soient étudiés aujourd'hui. Et vous avez une dimension bêtement matérielle, le cheval coûte excessivement cher à l'époque, surtout le cheval de bataille, et vous avez parfois une plus grande facilité à engager la vie de vos soldats piétons que de vos cavaliers, parce que vous savez que financièrement, il vous coûte plus à entretenir. Et autrement dit, on a dans les textes que vous avez étudiés l'idée que c'est pour protéger les chevaux qui coûtent cher, qui sont difficiles à avoir, qu'on interdit les tournois. Oui, ça c'est ce que vous retrouvez beaucoup dans les textes des rois et des princes. Ça a été dans la démarche, j'ai cherché à comparer la norme canonique avec la norme séculière, avec la norme temporelle politique. Et tous les points où il y avait une convergence me laissaient croire que la réalité existait, qu'il y avait une réalité matérielle. La question des morts, par exemple, se retrouve dans le canonique, mais pas ou excessivement peu chez les princes. Ce qui laisse croire donc qu'effectivement c'est une perception et pas une réalité matérielle. Les chevaux, on les retrouve des deux côtés, pas tout le temps bien sûr, mais on les retrouve, et on voit parfois toute une série de normes qui interdisent la sortie des chevaux du royaume, interdisent les tournois, interdisent d'autres éléments, dans le cadre d'une guerre, ainsi de suite, et laissent bien saisir qu'il y a un élément qui se passe autour du cheval. C'est donc une raison plutôt économique et pas par éthique animale qui pousse à interdire les tournois pour protéger les chevaux. J'ai cru aussi comprendre qu'il y avait d'autres raisons économiques qui pouvaient expliquer les tournois, n'est-ce pas ? Sur la destruction des champs, puisque vous l'avez dit, c'est dans les champs, la concentration des richesses entre les mains des vainqueurs. Ça, c'est une étude sur parfois les éléments inconnus, invisibles de l'histoire. C'est-à-dire que si vous regardez les sources, vous n'avez quasiment pas d'endroit où on vous indique la destruction des champs ou que la nature est abîmée. Sauf que le tournoi, il a bien lieu quelque part. Une journée de cavalcade à une centaine de chevaux, ça laboure complètement voilà, le sol. C'est ça. Vous le faites pas sur un petit pré de 100 mètres carrés. C'est un grand espace. Plus après les tentes pour dormir, les forgerons, etc. Vous avez besoin de stratégiquement vous replier, vous reculer, revenir, ainsi de suite. Et vous avez des tournois à l'époque tous les 15 jours, voire plus. Donc il y a un grand nombre de tournois avec un grand nombre de chevaliers qui se réunissent. Et en fait, quand on regarde l'espace médiéval, il est plein. C'est-à-dire qu'on est au terme des grands défrichements. Vous avez les villes, vous avez les villages, des habitations, le château. Vous ne pouvez pas y faire des tournois, c'est certain. Vous avez la forêt, vous ne pouvez pas y faire de tournois. Vous pouvez à l'orée de la forêt vous cacher, mais vous ne pouvez pas faire le tournoi. Il vous reste les champs. Alors après, il y a différents types de champs. Il y a les marécages, il y a les... Mais grosso modo, les cultures, les champs pour faire pâturer le bétail, sont les lieux où les tournois des 12e et 13e siècle vont se dérouler. Et là, vous le retrouvez dans les sources, au hasard d'une petite mention dans Guillaume le Maréchal, tiens, on est à côté d'un moulin, au hasard d'une mention dans la littérature arthurienne. Voilà. Et en croisant ces éléments, on se rend compte que le tournoi ne peut se dérouler que au cœur de l'activité économique agricole, donc il ne peut que y causer des dégâts. Et parmi les différentes raisons que vous avez données, il y en a aussi une autre dont il faudrait parler, c'est le lien entre l'interdiction des tournois et la promotion de la paix. Une paix qui est évoquée au canon qui précède le canon du concile que vous avez cité, de Clermont. Mais quel est ce lien ? Est-ce que vous pouvez développer le lien entre promotion de la paix de Dieu et l'interdiction des tournois ? Au tournant du premier millénaire, enfin du premier vers le deuxième, vous avez un mouvement qui saisit l'Église, le mouvement de paix. L'idée est de pacifier la société, de protéger les faibles, les inermes, contre la violence qui peut les affecter lorsque les seigneurs se tapent dessus. Ça impacte les populations. Et en regardant la norme, en fait, j'ai pu constater qu'elle prenait place dans ce mouvement de manière générale. Interdire le tournoi, c'est interdire une violence ludique, mais une violence quand même, une habitude au conflit. C'est aussi interdire une activité guerrière qui peut satisfaire des jeunes sur le territoire, j'allais dire national, pour reprendre des expressions d'aujourd'hui, mais en tout cas sur la chrétienté occidentale, et les orienter vers la croisade. C'est toute une série d'actions qui visent donc à pacifier la société. Donc c'est pas en fait l'inscrire dans une dimension pacifiste, donc qui est une absence de violence, mais pacifique, c'est-à-dire mettre une paix intérieure, on va dire, pour que la violence soit utilisée au service, soit canalisée vers le service de la croix. Alors, cet argumentaire assez fourni n'a pas forcément convaincu les chevaliers et les princes, loin s'en faut. On va essayer de comprendre pourquoi dans la dernière partie de notre émission. Même si elle vient de l'Église,
l'interdiction des tournois ne relève pas de la sphère privée, de la morale, parce que l'Église est source de droit à l'époque médiévale, elle a des tribunaux, alors d'où ma première question, est-ce que vous avez trouvé des procès intentés devant les juridictions ecclésiastiques contre des tournoyeurs ? Hélas, non. Ça aurait été une grande joie parce qu'il y aurait une source en pratique à étudier et à analyser, mais je n'ai pas de procès spécifique. Et en revanche, vous avez, je crois, trouvé la référence à des tournois in concreto et pas seulement à des interdictions abstraites dans des échanges épistolaires et par rapport à des affaires réelles, c'est ça ? Oui, alors en fait, on voit quand même parfois un ou deux tournoyeurs en bisbille avec l'Église, mais on n'a pas le procès. On sait juste, par exemple, qu'il a été interdit de sépulture et finalement enterré 3 mois après, 6 mois après, parce que Rome a donné son accord. Par contre, il y a une série d'échanges qui existent entre Nicolas III et Simon de Brion. Donc Nicolas III, voilà. Un pape ? Un pape, exactement, et Simon de Brie qui était son légat en France, qui était chancelier du roi à l'époque, ou garde des Sceaux, chancelier ou garde des Sceaux, un des deux, et qui deviendra Martin IV plus tard. Donc ils ont écrit au sujet de tournois qui se déroulaient en France, où le pape, pour caricaturer, demandait au légat d'appliquer la norme, et le légat trouvait plein de solutions pour ne pas le faire. Autrement dit, il y a une forme de retenue, et je crois même que vous parlez de dissimulatio pour parler de l'attitude de l'Église, un concept qui ressemble un peu à celui de tolérance dans le rapport à la norme, mais qui est différent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la dissimulatio ? L'idée, ça a été de comprendre pourquoi les ecclésiastiques ne mettaient pas en œuvre la norme. Il y a plein de raisons qui peuvent exister, la connivence, la fraternité, parfois ils sont frères, il y a plein de points qui peuvent l'expliquer. Mais il y a aussi une technique juridique qui pourrait rendre compte et laisser du crédit aux gens, ne pas laisser croire qu'ils se sont laissés acheter par les richesses du monde, mais qu'il y avait une vraie dimension pédagogique. Et dans l'échange de lettres, on voit, alors j'ai pas la réponse de Simon de Brion, j'ai que les lettres de Nicolas III, mais on voit Nicolas III qui dit « Tu m'as dit que tu faisais une dissimulatio, tu peux pas le faire ». Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Et donc, c'est là, on a la preuve, là, ici, qu'il y a une dissimulatio. La dissimulatio, à ne pas confondre avec la dissimulation, donc c'est pour ça que je garde le terme latin, c'est un non-acte. Le principe, c'est de ne pas agir, mais non pas par connivence, non pas par lâcheté, non pas pour aucune de ces raisons. On n'agit pas parce qu'on n'est pas en capacité de faire exécuter la norme à ce moment-là. Le meilleur exemple pour être pédagogique sur le sujet, c'est quand votre enfant rentre à 18 ans à 2h du matin alors qu'il devait rentrer à 21h, qu'il ne devait pas consommer d'alcool et qu'il a un degré qui dépasse... l'entendement. Voilà. Le gronder sur le moment, ça vous fait plaisir potentiellement à vous, mais lui, il saisit rien parce que de toute façon, il n'est pas en état de saisir. Tout bon pédagogue vous dira, on va le coucher, et c'est demain qu'il prendra un savon sympathique et toutes les punitions de la terre entière. Mais sur le moment, il n'y a aucune utilité. La dissimulatio, ce serait ça. Ça discréditerait l'auteur même de la norme et le juge qui ne pourrait pas mettre à exécution sa norme, ou ça serait absurde. Donc il faut mieux attendre. C'est ça. C'est en fait chercher le moment opportun. En fait, les expressions latines, c'est détourner le regard ou fermer le regard sur un comportement répréhensible, mais en attendant le moment opportun. Et c'est bien en attendant le moment opportun qui importe, parce que peut-être que vous allez attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, mais vous finirez par mettre cette norme en application. Ça, c'est pour l'Église, qui parfois refuse d'appliquer, ou en tout cas tout de suite, et en même temps qui parfois menace fermement. Les laïcs, eux, comment réagissent-ils ? Et notamment, je sais que vous avez étudié la littérature. Comment est-ce que les auteurs de littérature appréhendent cette interdiction de l'Église ? C'est assez bien. Si vous prenez toute la littérature arthurienne, donc j'ai essayé de me baser sur celle-ci, vous avez des tournois tous les 3 chapitres. Enfin, je caricature un peu, mais le tournoi est toujours présent. Et quand vous analysez d'un point de vue littéraire le tournoi, soit c'est un élément qui va permettre de dénouer l'action et de résoudre les tensions qui existent autour du héros. Donc c'est pas secondaire, c'est vraiment important. Soit ça va lancer l'action. C'est parce qu'il y a eu un tournoi que quelque chose doit se dérouler. On envoie quelqu'un participer à cela. Donc c'est un point cardinal important de la structure des récits arthuriens. Et donc, ces tournois ont une mise en valeur qui existe. Il n'y a pas de critique du tournoi dans cette littérature. Alors même que c'est une littérature qui est publiée, c'est pas une littérature clandestine, qu'on se passe sous le manteau, c'est quelque chose d'officiel, d'accepté, qui est lu dans les cours. Tout à fait. Alors, c'est une littérature qui n'est pas une littérature royale. C'est vraiment des seigneurs, des grands seigneurs, des puissants seigneurs, mais ce ne sont pas des rois, ce ne sont pas des souverains. C'est ce qui fait que le roi Arthur, si vous regardez, est toujours un souverain faible. C'est jamais lui qui fait, c'est toujours ses chevaliers.
Le roi Arthur se fait insulter dans son château. Pas que. Et pourtant, il ne réussit pas. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre là la vision de la noblesse de ces grands seigneurs, ces grands ducs qui participent au tournoi et qui les vivent. Les princes, eux, ils ont une position un peu différente. Parce qu'ils sont loin du seigneur, comme on dit, L', donc ils doivent faire attention un peu plus à la norme ecclésiastique, peut-être. Oui, il y a cet aspect. Il y a deux éléments. Le plus important, en fait, c'est que matériellement, le tournoi est source, qu'on l'a dit, de dégâts économiques, de dégâts sur les terres. Donc, il faut le régler pour la paix du royaume, la Pax Regis, et non pas la Pax Dei. Vous avez donc toute une série de normes qui existent de la part des rois. Ils vont donc s'attacher à réglementer le tournoi en certains lieux, comme l'a fait Richard Cœur de Lion. Il indique 5 lieux du royaume qui sont sous son contrôle. Ça évite les séditions, très important d'éviter les séditions, où vous avez des souverains qui le font en période de guerre. On les voit interdire les tournois dès qu'il y a une tension. Donc le Capétien interdit les tournois dès qu'il y a une tension avec l'Anglais. Pour pas disperser les efforts. Exactement, pour conserver ses troupes, pour éviter d'avoir des chevaliers blessés, Voilà, toutes ces normes-là, en fait, il y a une visée matérielle au service de l'ost. Vous avez parlé tout à l'heure de la sédition, c'est parce que, si je comprends bien, le roi n'aime pas trop que des hommes en armes se réunissent. Exactement. En fait, vous pouvez, tout comme vous avez un travail entre la paix de Dieu et l'interdiction canonique du tournoi, vous avez un travail, il a été mené par Vincent Martin, sur l'interdiction du tournoi par le roi et la question du port d'armes, la question de la sécurité publique qui existe. On a donc des rois, notamment en France, qui ont interdit aussi le tournoi. À partir de quand, à peu près ? Les interdictions qu'on a sont Philippe III et Philippe IV. On a des traces ou des éléments qui existent auparavant, mais qui sont plus imprécis, on va dire. Donc fin 13e, début 14e ? Exactement. Et cette monarchie le fait, vous l'avez dit, avant tout pour protéger les chevaux, pour ne pas disperser les hommes, mais il n'y a plus l'idée d'épargner les vies ? Non, cette dimension n'apparaît pas. Et d'ailleurs, on voit les héritiers, enfin les princes au sens, pas les premiers et les rois, mais les princes au sens les enfants du roi, participer au tournoi. Le roi ne participe pas au tournoi, mais ses fils le font. L'absence de participation des rois au tournoi a entretenu l'idée qu'on mourrait en tournoi. Mais pourquoi on envoie l'héritier tournoyer ? L'héritier, pas le deuxième ou le troisième Voilà. fils dans l'ordre de succession. L'héritier, le deuxième, le troisième, participent au tournoi, mais pas le roi. Et d'une certaine manière, j'ai repris le mot qu'on prête à Louis VI, qui est pas vrai, mais aux échecs comme à la guerre, on ne prend pas le roi, disait-il, en fait, pas plus au tournoi. Ça serait une humiliation, comme on l'avait vu dans la série Tudor, où le roi d'Angleterre se bat avec François Ier à la lutte, et François Ier aurait mis à terre le roi d'Angleterre. Là, si le roi mourait au pire, comme Henri II, ou même était humilié, défait, tombé, ça serait mal vu. Exactement. Il y a plus une dimension de prestige et d'honneur qu'une dimension réellement matérielle. Et à la fin, pourquoi est-ce que l'Église, comme vous l'avez dit, a changé sa norme et a fini par réautoriser le tournoi En 1316, on sait que l'interdiction est levée. Ça, c'est certain. Maintenant, on ne sait pas quelle interdiction est levée. Est-ce que c'est les interdictions du XIIIe siècle dont je vous parlais, qui interdisent dans le cadre de la croisade la norme, ou est-ce que c'est l'interdiction de manière générale, celle du XIIe, qui est levée ? Ce qui est certain, c'est qu'en fait, au XIIIe siècle, on lève l'interdiction pour un événement qui n'existe quasiment plus. Ou alors, il faut juridiquement interdire aussi la joute, et ça, c'est une norme qui existe aussi, mais qui est très particulière. Donc l'Église lève son interdiction, il y a à la fois des questions de reconnaissance d'échec, il y a une dimension qui gagne aussi les esprits, c'est que le mouvement de la paix et la trêve de Dieu perd, entre guillemets, sa place au profit du mouvement de la guerre juste. Or, la guerre juste nécessite le tournoi. Plus exactement, elle nécessite l'entraînement au tournoi. Et saint Thomas d'Aquin, le dominicain, l'a clairement indiqué dans sa somme théologique, le tournoi doit être accepté en tant qu'entraînement à la guerre juste. Et ne peut l'être que pour ça. Voilà. Merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à toutes mes questions qui donnent un aperçu de votre thèse, dont je rappelle le titre, L'interdiction des tournois, l'échec d'une norme canonique au XIIe et XIIIe siècle. Merci. Merci Paul. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damel, Laura Marie-Rennes et Isabelle Potier pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez bien sûr réécouter, partager et commenter sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.